Héraclès l'increvable. Écrit et conté par Rafadam. Caius a ratissé la forêt de long en large. Dans sa recherche, il a retrouvé 2 esclaves qui s'étaient échappés. Après un sermon solennel sur la gloire de l'Empire, il les a fait pendre à une branche puis est reparti aussitôt au devant de la battue. Mais nulle trace significative de l'increvable. Tout au plus a-t-il trouvé des traces de pieds dans la terre humide et une cabane érigée à la va-vite. Quelques branches apposées contre la roche pour former un toit. Il atteint bientôt la lisière de la forêt, là où les champs commencent. Il scrute l'horizon et ses latifundiums. Vous pensez qu'il a pu trouver refuge dans l'une de ces latifundia, Seigneur ? Demande l'un de ses soldats. C'est un risque que la plupart des propriétaires ne prendraient pas, répond Caius. Ce serait trahir Rome. Se pourrait-il que le déserteur ait rejoint le rang des agriculteurs? C'est possible. Nous passerons chaque esclave en revue. Soyez attentifs au mollet. Bien, Seigneur. Et par où devons-nous commencer? Caius scrute l'horizon. Il est soucieux d'agir efficacement. Le voilà qu'il écarquille les yeux. Là, dit-il, chez Savius. À peine a-t-il montré du doigt la latifundia que les cavaliers dévalent la pente. Il eût aimé mener la cavalerie. Parfois, il regrette que ses ordres soient si promptement exécutés. Il galope à son tour. Les sabots des chevaux au galop fauchent les épis encore debout et retournent la terre en de généreuses mottes. Le bruit du galop est si bruyant qu'il parvient aux oreilles de Publius et Savius, occupés à relire les registres comptables du mois écoulé. Le père Savius lui-même, un peu sourd d'oreille, sent bien le danger en approche. « Vite !» dit-il à son fils. « Cache donc l'increvable entre les tonneaux de vin. » Le fils s'exécute. Il hésite, mais sa loyauté envers son père est encore trop forte. Il court comme un diable d'une salle à l'autre de l'interminable demeure et trouve Héraclès en train de compter les conserves dans le garde-manger. Il le saisit par la manche et Héraclès le suit, une feuille et une plume entre les bras. Arrivé dans une salle obscure et fraîche, Publius allume une torche et entraîne l'increvable dans un escalier de pierre. Il fait encore plus frais en bas des marches. Là, des tonneaux alignés de part et d'autre. Publius porte la torche au loin et ordonne à Héraclès d'aller se cacher tout au fond. L'increvable obéit. Il repense à sa tentative d'évasion ratée dans les galeries de la mine. Il progresse dans la semi-pénombre sur 30 mètres, puis se cache derrière un tonneau. Publius remonte les marches à la va-vite et referme la porte en bois derrière lui. Savius est sorti sur la terrasse ombragée par quelques vignes qui grimpent le long d'une potence. Il lève les bras aux cieux et s'écrie « Soyez le bienvenu !» Caius rejoint ses sous-officiers. Publius sort à son tour, précipitamment, essuie d'un revers de manche la sueur qui perle sur son front et aide son père à faire la révérence. « Bienvenue chez moi, Caius. Tu es ici chez toi. »« Salut à toi, Savius, » dit Caius en descendant de son cheval. « Plusieurs esclaves ont déserté mes travaux. Aurais-tu vu des hommes en fuite ?»« Oh non, noble Caius. Sois sûr que j'aurais averti les autorités dans le cas contraire. » Caius dévisage le vieux Savius, puis interroge du regard Publius. Il connaît la bonté naturelle du vieux Savius, la façon dont il traite ses esclaves avec trop de clémence, y compris ceux des champs. Publius a du mal à soutenir le regard inquisiteur de Caius. Il hésite à révéler la présence du fugitif, mais réfrène sa pensée. Dénoncer Héraclès, c'est trahir son père, le tuer de ses propres mains. « Noble Caius », dit Publius pour masquer son embarras et faire diversion. « Pourquoi ne pas passer en revue chaque esclave ?» Le fugitif a très bien pu se joindre au rang des agriculteurs. Publius tend le bras en direction des champs. Caius reste stoïque et le malaise s'installe. « Je vais devoir fouiller votre maison, » dit enfin Caius tout en fixant Publius du regard. « Mais faites donc » dit Savius. Caius ordonne à 3 de ses cavaliers d'aller voir dans les champs. Il les regarde s'éloigner et entre dans la demeure de Savius. Cette fois, Publius y pensa 2 fois. Si Caius trouve l'esclave, il mourra lui aussi pour trahison. Peut-être devra-t-il lui-même se charger de fouetter son père à mort. Caius traverse la cour intérieure et débarque dans la cuisine. Les esclaves s'interrompent en le voyant et baissent la tête. Il passe parmi eux, ignore tout à fait les femmes et relève la tête de chaque homme présent. Il les met de profil et observe leurs mollets à la recherche de la marque. Il a chaud, il est indisposé, il sait qu'il gaspille les ressources de l'Empire. Mais la traque et l'exécution des déserteurs est nécessaire pour asseoir l'autorité. Il va d'une salle à l'autre, croise Octavia et l'interroge. « Toi, as-tu vu un esclave ?»
maigre et chauve par endroits. « Non, Seigneur, dit Octavia d'une voix fébrile, je n'ai vu aucun fugitif noble de Caius. » Il la relâche et poursuit sa recherche obstinée. Savius échange un regard avec son esclave et suit Caius. Publius les rejoint, il est en sueur. Caius passe devant la porte de bois qui mène à la cave, s'arrête dans le couloir. Publius le voit de dos. Il s'arrête à son tour. Caius se retourne brusquement, dévisage Savius et va vers la porte de bois. Publius n'en peut plus. Il ouvre la bouche pour tout révéler à Caius quand la porte s'ouvre lentement. Tous restent de marbre, les yeux grands ouverts et la bouche bée. Un homme apparaît dans l'embrasure de la porte. Il fait un pas hésitant en avant. Il a les yeux et une partie du crâne bandés. Il porte d'une main une petite jarre de vin fraîchement servie, de l'autre une coupelle. Publius vacille légèrement et manque de s'évanouir. Il pose une main sur un meuble en bois et se ressaisit. « Ah, Vibius !» intervient Savius. « Sers donc un verre de vin à notre invité. » Vibius, rasé de près, vêtu d'une toge blanche immaculée, obéit. Il sert le vin et tend la coupelle dans le vent. Caius la prend et la tend à son second pour qu'il goûte le vin. Caius regarde les mollets de l'esclave. Il ne porte pas la marque des mineurs. « Que lui est-il arrivé ?» dit Caius. « Mon fils, qui l'a châtié, » dit Savius sans hésiter. « Ce forgeron a tenté de déserter. » Caius observe le tissu imbibé de sang qui recouvre les yeux de l'esclave. « Montre-moi ton dos, » dit Caius incrédule à l'esclave. L'esclave montre son dos dénudé. Caius espère y voir des marques encore fraîches de flagellation, mais il ne voit rien. « Va inspecter la cave, » dit Caius à son sous-officier. Ce dernier fait allumer une torche et inspecte chaque rangée de tonneaux. Il revient 5 minutes plus tard. « La cave est vide, Seigneur. » Un autre sous-officier tend le vin à Caius. Ce dernier porte le vin à ses lèvres. Il sent le vin savoureux parcourir son œsophage et le rafraîchir. Il se détend un peu et observe les brûlures aux mollets et aux bras de l'esclave. Il termine son vin et tend sa coupe à l'esclave. Il cherche à réunir en lui le souvenir de l'increvable. Mais il n'a devant lui qu'un esclave aveugle et rasé de près, dont les habits neufs et propres recouvrent des brûlures çà et là. « Resserre à boire, ô noble Caius, » dit Savius. Le dénommé Vibius tâtonne dans le vent et trouve la coupe. Il sert le vin maladroitement et Caius tend la coupe à son sous-officier pour qu'il se désaltère à son tour. « Poursuivons, » dit Caius. « Il faut fouiller les latifondium alentour avant la nuit tombée. » Publius expire lentement et Savius lui-même essuie quelques gouttes de sueur sur son front. Caius poursuit sa visite, en vain. Il repasse devant les cuisines et adresse un regard furtif aux esclaves. Il ressort par là où il est entré. Dehors, les sous-officiers font leur rapport. Nulle trace de l'increvable parmi les agriculteurs. Caius remonte sur son cheval et sans même saluer Savius, part au galop inspecter une latifundia voisine. Publius attend qu'il soit assez éloigné pour aller inspecter la cave par lui-même. « Où s'est-il donc caché ?» se demande Savius assis à même la pierre. Son vieux cœur peine à se remettre de ses émotions. Mais il ne regrette pas pour autant son geste de clémence. Publius ressort de la cave, les bras sur les hanches, ivre d'adrénaline. Il repasse chaque pièce au peigne fin, n'hésitant pas à interrompre chaque esclave dans ses tâches domestiques. Il repasse devant le garde-manger et voit assis de dos un esclave grassouillé. Il fronce les sourcils, contourne l'esclave occupé à faire l'inventaire des denrées. L'esclave relève la tête. C'est Lucius qui met à jour l'inventaire. Publius ressort. Son père ricane. De toute évidence, il perd un peu l'esprit. Du moins minimise-t-il le risque. « Eh bien, Publius, dit le père. Tu n'as pas trouvé notre nouvelle recrue ?» Publius n'est pas d'humeur à rire. Il scrute l'horizon et passe en revue les cachettes possibles. « Si j'étais lui, dit Savius, j'irais me cacher dans les blés qui n'ont pas encore été fauchés. Ou peut-être que j'irais, je sais pas moi, dans l'une de ces tombes, dans l'une des tombes du cimetière. Ou peut-être sur le toit. Va savoir. » Publius ignore les divagations de son père et raisonne. S'il n'est ni dans la maison, ni dans l'étable, ni à la forge, ni dans les champs, il ne peut être que dans la forêt. Publius va chercher son fouet. Héraclès a désobéi à ses ordres, quand bien même cette désobéissance fut salutaire. Il doit être puni.
Il fait le tour de la maison et remonte le champ de blé. Il passe là où les cavaliers de Caius ont affaissé ou fauché les blés. Il arrive bientôt à la lisière de la forêt. À l'ombre des grands arbres, il fait frais. Publius fait craquer des branches sous ses pas. La forêt est vallonnée, dense, en certains endroits fort accidentée et jonchée de roches. Il va se poster sur l'une d'elles et attend ainsi plusieurs heures jusqu'à la nuit tombée. Héraclès reste introuvable. Publius revient. Il entend son père discuter sur la terrasse. Il passe une tête à l'angle de la maison et découvre Héraclès en train de boire du vin aux côtés du vieux Savius. Le père voit son fils et lui dit « Regarde qui est revenu à la maison. Il est allé se cacher à la lisière. Il a attendu que Caius termine son inspection et il est revenu. Il aurait pu fuir, mais il est revenu. » Héraclès baisse la tête et Publius, incapable de contenir sa rage, le saisit à la manche pour aller le fouetter au loin, malgré les supplications de son père. Dès lors, Publius allait lui rendre la vie impossible. Tantôt il le menace d'aller au champ, tantôt il le fouette. Mais l'increvable a survécu au pire. Il supporte les sévices et les caprices de Publius, largement compensés par la bonté et la clémence de Savius. Peu à peu, Héraclès reprend du poids et se refait une santé. 6 ans durant, l'increvable sert fidèlement Savius et le cruel Publius. Il ne rechigne pas une seule fois à la tâche, ne cherche pas à s'échapper et encore moins à fomenter une révolte auprès des travailleurs des champs. De jour en jour, le vieux Savius peine de plus en plus à marcher seul. Il reste bientôt alité tout le jour. Héraclès se charge lui-même de son alimentation et de son hygiène personnelle. Publius n'en est pas moins dur avec lui. Il le frappe ou le fouette selon son humeur. Il est son souffre-douleur. Mais l'increvable reste docile. Il se concentre sur ce qu'il a à faire, de l'aube au coucher du soleil. Laver, cuisiner, faire l'inventaire des vivres, tenir la comptabilité des champs, s'occuper de Savius. Le maître alité en est conscient. Il a vu la cruauté de son fils et il a vu le dévouement d'Héraclès. Sur son lit de mort, tandis qu'Héraclès lui sert à boire, Savius désigne d'un doigt fébrile un papier sur la table de chevet. Héraclès veut le prendre, mais Publius apparaît dans l'embrasure de la porte. L'esclave s'écarte pour laisser passer le maître. Publius prend le papier, le déroule et lit. C'est le testament de Savius. Les terres, les biens et les esclaves qu'il lègue à Publius, mais aussi les noms de celles et ceux qu'il compte affranchir. Et parmi eux, Héraclès. Publius garde le testament pour lui. Le vieux Savius fait signe à Héraclès d'approcher. « Lors de mon dernier voyage, » murmure Savius à l'oreille d'Héraclès, « j'ai consulté les archives de Délone. Ta fille a été vendue à une noble dame. Elle vit en Sicile. Quant à ta femme, elle ne figure sur aucun registre. Si j'étais toi, j'irais voir en Sardaigne. Car on dit qu'un pirate renommé y prend sa retraite. Mais prends garde. » Au bout de ses forces, le vieux Savius ne termine pas sa phrase. Il expire longuement et rend l'âme. Héraclès reste de longues minutes abasourdi. Les souvenirs de son frère mort et de sa famille disséminée lui reviennent par grandes vagues. Il en tremble et des larmes gagnent ses yeux. Il ressent tour à tour l'allégresse, de la tristesse et de la colère. Publius respecte un moment de silence. « Publius !» dit soudain Héraclès tout en se redressant. « Qu'y a-t-il d'écrit ?»« Rien qui ne t'incombe, esclave. Dès ce soir, tu dormiras avec les autres esclaves des champs, et dès l'aube, tu travailleras avec eux. » Publius se retourne pour sortir quand Héraclès l'interpelle, une main sur son épaule. « Je vous en conjure, lisez les dernières volontés de votre père à haute voix. » Publius écarte lentement la main d'Héraclès, puis le gifle d'un revers de poing. Sa bague vient percuter la mâchoire d'Héraclès et lui ouvre la lèvre et les gencives. L'increvable recule et porte une main à sa bouche ensanglantée. Il regarde le sang sur ses doigts. Sa poitrine se soulève en de généreuses poussées d'adrénaline. Publius est sur ses gardes. Il porte une main à sa ceinture et il décroche lentement son fouet. Mais il n'a pas le temps de dégainer, qu'Héraclès se jette sur lui avec une vitesse étonnante. Il saisit Publius à la gorge et le fait basculer en arrière.
Assis sur lui, il resserre ses mains ridées et abîmées par une décennie d'esclavage. Publius tente de le frapper à la tête, mais il ne parvient qu'à donner des coups fébriles dans les côtes endurcies d'Héraclès. Lors du choc, Publius s'est ouvert la tête, il est un peu sonné. Il fronce les sourcils, surpris par la force de l'esclave. Héraclès serre un peu plus. Les veines du cou de Publius gonflent à vue d'œil. Mais dans un effort désespéré, Publius assène à Héraclès un coup violent au milieu du torse. Héraclès a le souffle coupé. Il relâche son emprise et Publius le repousse pour reprendre sa respiration. Il se relève et va vers la commode où une dague ornée d'émeraude a été exposée. De la main droite, il dégaine son fouet. De l'autre, il prend la dague fermement. Héraclès a un genou à terre. Il relève la tête et voit Publius en position de force qui tente de reprendre son souffle. Les deux hommes ne se quittent pas des yeux. L'esclave se remet sur ses deux pieds. Il bombe lentement le torse comme pour faire rayonner sa dignité. Publius se met légèrement de profil. Il est prêt à lancer son premier coup de fouet. Au sol, le testament de Savius. Publius lance un premier coup de fouet. Héraclès l'évite de justesse et se lance sur lui. Publius a le temps de lancer un autre coup de fouet, mais l'esclave met son bras gauche en travers et poursuit sa course. Publius tente alors de planter sa dague. Héraclès l'esquive et envoie un coup de poing au visage du maître. Publius recule un peu, perd l'équilibre un court instant, et Héraclès tente de saisir la dague. Publius la serre par réflexe. Héraclès tente de lui ôter, mais le maître résiste. Publius envoie alors un coup de tête violent à l'esclave. Héraclès encaisse, et soudain, il pousse un cri de rage et libère sa main droite pour saisir le chandelier. Il frappe le crâne de Publius et peut enfin saisir la dague. Il la plante dans le bas-ventre du maître, la ressort, la replante dans son cœur. Publius laisse échapper un râle étouffé. Ses muscles se relâchent. Pourtant, Héraclès frappe encore. Le sang tombe sur le marbre abondamment. Héraclès ne s'arrête qu'en entendant le cri d'épouvante d'Octavia. Il se retourne. Il a les yeux rougis par le combat. Octavia recule, de peur qu'il ne s'en prenne à elle. D'autres esclaves accourent et s'accumulent dans le vestibule. Héraclès met la dague à sa ceinture et ramasse le testament. Les esclaves s'écartent pour le laisser sortir. Il va dans les cuisines, prend un sac et le remplit de vivres. Les esclaves le suivent à bonne distance. Ils sont désespérés, désemparés. Héraclès se retourne brusquement et leur dit « Fuyez, ou ils vous feront tous exécuter. » Et sur ces mots, Héraclès s'en va chercher une paire de clés accrochées dans le bureau de Publius. Il prend l'une des torches allumées et ressort son sac de vivres sur le dos. Dehors, tout est calme. Héraclès traverse le champ et entre dans un bâtiment longiligne. Il tord sa torche et des esclaves enchaînés au mur apparaissent. Malgré toutes ces années d'esclavage, il ne peut réfréner la pitié qui l'envahit. Il se ressaisit et va les libérer un à un. À l'intérieur, la paille et la boue se mêlent à la sueur et l'urine. Il traverse tout le bâtiment. Aucun esclave n'ose bouger. Savius et Publius sont morts, dit alors Héraclès en projetant la voix. Fuyez! Vous serez tués en représailles. Héraclès s'éloigne au pas de course et rejoint la forêt. Caius regarde le vieux Savius sur son lit de mort. Il détourne les yeux et observe le corps étendu de Publius. Des mouches voltigent au-dessus des cadavres. Derrière Caius, Octavia, qui pleure toutes les larmes de son corps. Avec quelques domestiques, elle est restée sur place. « Suivez-moi », dit Caius aux domestiques. Caius s'en va inspecter l'ergastule, la caserne où les esclaves dorment enchaînés. Caius prend un air grave. Il observe le lit de paille et de boue, les chaînes au mur. Le bâtiment est désert. Il se retourne brusquement et dit aux esclaves « Comment s'appelle-t-il »« Héraclès », dit Octavia entre deux sanglots. « Parfois on le surnommait l'increvable », intervient un autre domestique. Caius est abasourdi. « L'increvable » répète Caius. Il repense à celui-là même qu'il a sorti des mines de sel et se maudit en silence. Celui-là même qui a fui la Via Augusta et qu'il n'a jamais retrouvé. « Savius », pense-t-il. Pauvre fou. Caius se ressaisit et déclare « Qui me dira où se rend l'increvable sera épargné ?» Les esclaves réfléchissent. L'un d'eux prend la parole. « Savius a entrepris un voyage l'an passé, à Délos. Pour y
y acheter de nouveaux esclaves. Je l'ai accompagné. Il voulait aussi consulter les archives des ventes. Pourquoi voulait-il voir les archives? Qu'a-t-il découvert? Je ne sais pas. Il ne m'a pas confessé ses intentions. Caius tente de contenir son désagrément. Il fait quelques pas devant les esclaves et déclare: En cachant un fugitif, Publius et Savius ont trahi l'Empire, et vous aussi par la même occasion. Il fait signe à ses sous-officiers et s'éloigne sans vraiment prêter attention aux supplications et aux cris de désespoir. Les domestiques sont mis en ligne, à genoux. Octavia maudit en silence Héraclès, puis l'un des soldats l'égorge. Caius remonte en selle. Il se rend au port le plus proche et embarque pour Délos. Tandis qu'il marche toute la nuit et dort caché le jour, Héraclès comprend ce qui l'a maintenu en vie depuis tant d'années. Revoir sa femme et sa fille, se venger de ceux qui lui ont tout ôté, ou presque. Car Héraclès sait aussi qu'il a encore pour lui sa dignité, inaltérable, tassée au fond, prête à ressurgir en un acte barbare et sanguinaire, pure irruption de violence et de vengeance. Dans ses projets sanguinaires, il repense au vieux précepteur Quintus qui a tenté jadis de lui apprendre le pardon. Mais comment pardonner l'impardonnable? Après plusieurs marches nocturnes, l'increvable arrive dans un petit port à quelques kilomètres de Barcino. Là, il aborde un marin. « Combien pour ton bateau ? » ?»« Mon bateau n'est pas à vendre. »« Ton bateau doit avoir un prix. Et pourquoi tant d'intérêt pour mon misérable bateau ? Que dis-tu de cette dague ?» Le marin relève la tête. Un rayon de pleine lune vient illuminer les diamants et les pierres précieuses qui ornent le manche. Le marin écarquille les yeux et relève la tête tout à fait. De l'homme à capuchon, il ne voit qu'un menton mal rasé. La curiosité le pique, mais la cupidité est plus grande encore. Le marin tend la main pour récupérer la dague. « Ajoute ton couteau à notre échange, » dit Héraclès. Le marin hésite un instant, puis il enlève son vieux couteau de sa ceinture. L'increvable donne la précieuse dague au marin, le salue et s'en va lever les amarres. Il vogue de nuit, cap sur la Sardaigne. Il a appris à naviguer de nuit il y a fort longtemps, grâce aux étoiles. Ce soir-là, les flots sont légèrement agités et le vent favorable. Au 3e jour de navigation, il cherche un endroit où accoster. Il finit par accoster la côte sarde par une grotte. Le fleuve d'eau salée serpente dans la grotte et se termine par une petite plage de galets. Il fait échouer son embarcation et la tire aussi loin qu'il peut. Il ressort de la grotte à la nage et escalade la falaise peu escarpée. Dans la nuit naissante, il progresse rapidement à travers le maquis. La colère déborde. Il sent l'impatience troubler son jugement. Il cherche des villas dans la nuit, propices à accueillir un nouveau riche. Il en trouve 2 pendant la nuit. Il passe une tête par la fenêtre et va jusqu'à se glisser dans les chambres à coucher, telle une ombre, pour observer le faciès des uns et des autres. Mais aucun ne porte la cicatrice caractéristique de Tiberius. Il reprend sa marche à travers la campagne. Au petit jour, il voit une ville au loin. Il décide de dormir quelques heures à l'ombre d'une roche, puis se rend dans la ville. Il va au marché, dans les tavernes, et observe. Il attend patiemment un signe. Un esclave qui viendrait faire ses emplettes pour le compte d'un riche propriétaire. Ou peut-être Athéna, sa femme. Parfois, il croit la voir dans la foule des badauds. Maintes fois, il s'apprête à se lever, pensant reconnaître une silhouette, une chevelure. Il prend soin de changer de lieu d'observation quand la garde romaine se fait trop menaçante. Un peu avant la tombée de la nuit, il interroge le gérant du bar, occupé à servir ses clients à moitié ivres. « Je cherche un nouveau riche, » dit Héraclès. « Il porte une cicatrice sur tout le visage. Il a dû s'installer non loin, il y a quelques années. »« Le pirate ?» dit le serveur tout en servant une bière à un vieux marin. « Un pirate, oui. » Héraclès jette un coup d'œil inquiet au marin qui tend son verre. Le client ne semble pas ivre, il paraît écouter avec attention. « Où puis-je le trouver ?» demande Héraclès. « Oh, il a fait construire sa demeure dans la vallée de la Lune. » Héraclès s'en va sans même remercier le serveur. Le client boit sa bière d'une traite, lance 2 pièces de monnaie et le suit. L'increvable se fait un chemin dans la ruelle sombre entre les ivrognes et regagne la sortie de la ville.
En chemin, il interroge un commerçant ambulant qui lui indique l'emplacement de la vallée de la Lune. Et l'increvable sait qu'il est suivi. Aussi se met-il à courir dans le maquis. La luminosité est assez bonne pour le suivre. Le marin du bar le suit à bonne distance, mais il le perd de vue à l'approche d'un bois. Soudain, Héraclès se jette sur lui et plante son couteau dans son cou. Le marin s'écroule. Héraclès le tire par les pieds pour le sortir du chemin. Il le fait rouler le long de la pente et le corps atteint le pied de la colline. Héraclès remue la terre pour masquer le sang, puis il recouvre le cadavre de branches et d'aiguilles de pin. Il reprend sa marche nocturne avec pour seule lumière la lune. Au petit matin, Héraclès trouve ce qui semble être la vallée. Il voit quelques flammes au loin. Il s'approche et observe accroupi derrière une roche. Dehors, des esclaves travaillent la vigne. Il dévale la pente et court se blottir contre l'un des murs. Il passe une tête par la porte. Elle donne sur les cuisines. La demeure lui rappelle la latifundia de Savius. Il se faufile, prend une tomate au passage et la croque à la va-vite. Il a le couteau dans la main droite. Il passe une tête dans le couloir. Personne à droite. Il part sur sa gauche. Le couloir noblement décoré donne de part et d'autre sur des pièces. Héraclès sent les battements de son cœur dans ses tempes. Il passe une tête furtive dans la première pièce. Personne. Dans la deuxième, 3 enfants dorment profondément. Il ne s'attarde pas et va jusqu'au bout du couloir. Il écarte le fin tissu et là, il le voit. Tibérius, qui ronfle sur le dos, à côté d'une femme couchée sur le côté gauche. Héraclès pose une main sur l'embrasure de la porte. Il vacille et tente d'apaiser son cœur qui s'emballe. Le désarroi se mêle à l'adrénaline, mais le courroux ressurgit en lui. Il se déplace à pas feutrés jusqu'à Tibérius, l'observe un court instant, lève le couteau mal aiguisé, tremblote, joint ses 2 mains et rabat ses bras violemment. Le couteau se plante dans le torse de Tibérius. Le pirate écarquille les yeux. Le ronflement avorté se mue en râle. Héraclès retire le couteau et le lui plante dans la bouche. Le corps convulsionné réveille la femme alitée à ses côtés. Elle se retourne et pousse un cri d'épouvante. Elle se lève, tombe du lit et va se blottir dans un coin. Dans la lumière du petit jour, elle découvre un homme en capuchon. Le sang gicle sous chacun de ses coups, imbibe les draps et goutte au sol. Héraclès pousse un cri de rage mêlé de pleurs et jette son couteau à terre. Son habit et ses mains sont couverts de sang. Il vacille et recule de quelques pas. Des esclaves arrivent précipitamment. Une femme pousse un cri devant le spectacle macabre. L'un des agriculteurs pose une main sur sa bouche et son cri étouffé va décrescendo. Lentement, Héraclès ôte son capuchon. Un rayon de soleil entre par la fenêtre et illumine son visage. Il relève la tête et découvre le visage ébahi de sa femme. Elle fait un pas en avant pour mieux l'observer. Il est méconnaissable, squelettique, chauve par endroits. Pourtant, Athéna le reconnaît. Sa poitrine se soulève, elle rétracte les lèvres et son souffle s'emballe. Les yeux d'Héraclès se remplissent de larmes. De la morve coule de son nez, tandis que ses lèvres tremblent. Il veut dire quelque chose, mais de sa bouche ne sortent que des sanglots. 3 enfants se fraient un chemin entre les esclaves. Ils se figent à la vue de leur père assassiné. L'un d'eux, le plus jeune, se met à pleurer et court se réfugier dans les jambes de sa mère. Athéna pose ses bras autour de lui sans toutefois quitter Héraclès du regard. Les esclaves sont désemparés. Certains observent le regard vide, d'autres pleurent la tête baissée. Le maître est mort. Héraclès détourne le regard. La vue de ses enfants font remonter en lui la colère. Il regarde le couteau au sol, hésite à s'en servir. Athéna le comprend. Elle va prendre le couteau au sol. Son fils la suit comme une ombre. Elle hésite à le jeter, puis se jette sur le corps de Tibérius et le martèle de coups tout en pleurant. Les enfants horrifiés se mettent à pleurer. Le plus jeune trouve refuge auprès de sa nourrice. Athéna se relève. Les esclaves ont un mouvement de recul. Son habit est couvert de sang, ainsi que ses cheveux et une partie de son visage. Le lit n'est plus qu'une mare de sang. On distingue à peine le corps de Tibérius.
Elle tend une main vers son cadet, mais son fils se blottit un peu plus contre sa nourrice. Héraclès pose alors une main tremblante sur son épaule. Les esclaves s'écartent et tous deux prennent la fuite. Athéna prend une gourde d'eau et du pain pour le voyage. Comme chaque matin, Eladia prépare la leçon. Un militaire est arrivé il y a quelques jours. Il s'est installé dans les baraquements au fond du domaine. L'homme paraît mener une mission de la plus haute importance. Isis a la décence de ne pas l'interroger. Elle le loge, lui et ses hommes. « Ai-je seulement le choix ?» confesse un soir Isis à Eladia. Eladia s'était contentée de lui sourire aimablement avant de reprendre la préparation de ses cours. Cours qui abordent toutes les questions éthiques, sauf l'esclavage, c'est entendu. Héraclès retrouve la grotte marine où il a caché son bateau. Heureusement, il a pensé à accrocher l'ancre à l'une des roches, car l'eau est montée et le bateau est presque à flot. L'assassinat de Tibérius ne tardera pas à parvenir aux autorités romaines. Athéna hisse la voile, tandis qu'Héraclès continue à ramer, et tous deux remercient le ciel tandis que le bateau s'éloigne à vive allure. C'est désespéré et fou qu'ils voguent en direction de leur terre natale, faisant fi des dangers, à commencer par les pirates et la flotte romaine. Mais une tempête éclate en mer, et leur embarcation s'échoue violemment sur la côte sicilienne. Dans le naufrage, Héraclès perd le testament de Savius et se blesse au bras. Athéna tente de désinfecter la plaie et de le soigner avec de l'argile. Ils poursuivent à pied, sans penser un seul instant à fuir hors des limites de l'Empire. Héraclès assure que leur fille est en Sicile. Athéna le croit. S'il l'a retrouvée, il retrouvera leur fille. Ils doivent voler dans les fermes alentours. La fatigue est telle qu'ils peinent à fuir et manquent par 2 fois d'être arrêtés. La plaie d'Héraclès s'infecte et la fièvre le gagne. Sur le chemin à la capitale, Héraclès dit à sa femme : « Toutes ces années, je n'ai fait que penser à vous, et c'est cela qui m'a fait tenir. » Athéna le soutient tout en pleurant. « Récupérons notre fille, » ajoute-t-il, « et partons pour les terres du sud, là où l'Empire n'a pas encore d'emprise. » Dans ses divagations, il lui promet une maison dans les montagnes, un coin de jardin où cultiver des légumes, un havre de paix où ils vivraient le reste de leur vie, loin des hommes et de leur cruauté. En chemin, Athéna implore un marchand qui va à la ville de monter à bord de son convoi. Ils installent Héraclès à l'arrière. Il est mourant, comme si sa mission touchait à sa fin. Il ne se réveille que pour dire à sa femme combien il l'aime. « Si je devais revivre cette vie, » dit-il fébrilement, étendu à l'arrière entre 2 barriques de vin, « je la revivrai encore et encore, juste pour te revoir, avant de mourir. » Athéna tente de le faire taire par des baisers sur le front. Elle veut qu'il économise ses forces. Elle espère trouver un médecin qui aurait la bonté de ne pas les faire payer, encore moins de les dénoncer à la garde romaine. Une fois en ville, Athéna est contrainte d'abandonner son époux dans un hospice pour lépreux. Elle lui promet de revenir avec leur fille. Elle s'absente tout le jour et interroge marchands et taverniers. « Où puis-je trouver Isis ?» répète-t-elle sans succès, à tel point qu'elle envisage de s'adresser aux autorités. Mais un mendiant, habitué à écouter les bruits de la rue, l'entend. Il sent son désespoir au plus profond de son être et lui dit « Isis vit près du Colisée. » Athéna se fige, cherche dans la foule d'où provient la voix et voit ce vieil homme assis à même le pavé. Il a les yeux blancs. Athéna s'approche et se met accroupie. « Je cherchais ma fille, vendue à Isis il y a longtemps. »« Et comment s'appelle votre fille ?»« Eladia. » Le mendiant sourit, puis se met à rire. « Ma foi, c'est peut-être votre jour de chance. On dit qu'une jeune fille, très belle, et à la tête bien faite, est devenue le meilleur précepteur de toute la Sicile, une dénommée Eladia. » Athéna met une main sur son cœur. Elle remercie l'homme d'un baiser sur le front, faute de monnaie. Dans sa course, Athéna renverse des paniers, reçoit des insultes, demande au vol où se trouve le Colisée. Son enthousiasme est tel qu'il ne passe pas inaperçu. 2 gardes la laissent passer et la regardent s'éloigner. Athéna sort de la rue commerçante, passe sous la muraille et dévale la pente de terre. Au loin, le Colisée. Et un peu plus à l'ouest, une immense villa
entouré par un parc lui-même délimité par un mur. Athéna a peu dormi, ses habits sales sentent fort. Elle boite car l'une de ses chaussures en cuir lui fait mal. Elle a çà et là quelques traces de sang séché. Pourtant, elle court de plus belle, consciente que son homme pourrait bientôt rendre l'âme. Elle se met à pleurer, passe entre les brebis du berger et prend la route de terre qui bifurque vers la villa. À l'entrée, 2 gardes qui rabattent leurs lances en la voyant au loin. Elle s'écrie « Eladia !» Elle veut forcer le passage, mais les gardes la repoussent. Au bout de l'allée bordée de citronniers, elle aperçoit une femme en train de s'entretenir avec 2 autres personnes. « Eladia !» s'écrie-t-elle à nouveau. Cette fois, la femme s'interrompt. Elle s'approche, s'arrête, puis court sans y croire sa vue. C'est Eladia qui reconnaît sa mère. « Garde, laissez-la passer !» dit-elle arrivée à la hauteur de la grande porte. Les gardes obéissent et Athéna s'avance. Eladia l'observe à distance. C'est bien sa mère qui a peu changé. L'émotion la gagne tout à fait et elle serre fort sa mère dans ses bras. Au loin, Isis s'approche. Un homme en armure la suit. « Eh bien, Eladia, que nous vaut toute cette agitation ?»« Ma mère, Isis, dit Eladia en remettant son habit en place et en essuyant ses larmes. Isis sourit poliment. Eladia lui a conté son histoire. Elle sait que sa mère avait été captive. Pourtant, elle s'abstient de lui demander comment elle a gagné sa liberté. L'homme, stoïque mais intéressé, écoute religieusement. « Ton père, murmure Athéna aux oreilles de sa fille. Ton père est malade. » Eladia relève la tête. L'homme n'est pas insensible à l'expression de joie mêlée d'incrédulité d'Eladia. « Isis, dit Eladia, permettez que je m'absente quelques heures. » Isis n'a pas la force de refuser. Elle acquiesce avec un sourire. Eladia fait atteler 2 chevaux et installe sa mère à l'arrière de la charrette. Isis et son hôte les regardent passer la porte arquée. « Isis, je vous prie de m'excuser, » dit le militaire. « Mais j'ai une course à faire. Je ne serai pas long. Mais je vous en prie, prenez le temps qu'il vous faudra. » Caius fait une révérence et s'éloigne avec sa garde rapprochée. Il n'a rien dit de sa mission secrète à Isis, il lui a simplement demandé l'hospitalité pour un temps indéterminé, en lui assurant que sa mission était de la plus haute importance. Isis avait accepté, honorée d'avoir sous son toit l'un des chefs militaires les plus prometteurs de l'Empire. Elle s'en vante auprès des bonnes gens de la ville. Encore que la garde rapprochée de Caius représente un coût exorbitant en eau et en nourriture. Cela fait quelques jours déjà qu'elle se demande pourquoi Caius ne perd-il pas depuis une demeure financée par Rome. Caius et ses hommes détachent leurs chevaux de la poutre en bois et partent au galop. Ils disparaissent dans un nuage de terre et de poussière. Eladia fait garer son attelage en pleine rue. Elle aide sa mère à descendre et somme le cocher d'endurer les insultes. Tous 2 entrent par une petite porte. À l'entrée, un homme les accueille. C'est un très vieux monsieur, si courbé que sa longue barbe touche presque ses pieds. Il reconnaît néanmoins Athéna et les conduit dans une salle isolée, là où ses 2 assistants, 2 jeunes chrétiens récemment acquis à la foi, alitent ceux qui n'en ont plus pour longtemps. Eladia s'arrête sur le seuil en voyant son père. Une fenêtre laisse passer assez de lumière pour deviner un homme blême. Malgré son passage chez Savius, il a le visage marqué par les rides et les mauvais traitements. Des gouttes de sueur s'accumulent au milieu de son front plissé et débordent sur son oreiller trempé. Athéna se presse à son chevet et pose une main tendre au-dessus de son crâne. Elle prend de l'autre main une éponge qu'elle passe sur son front. « Regarde qui est là » dit-elle d'une voix douce. Héraclès ouvre les yeux à grand-peine. Sa vue est floutée. Pourtant, il distingue la silhouette d'une femme. « Eladia, c'est toi ?» Eladia s'avance timidement et se place à côté de sa mère. Submergée par l'émotion, les larmes aux yeux et la gorge serrée, elle est incapable de prononcer le moindre mot. Elle caresse le front de son père entre 2 sanglots. Soudain, on entend le vieil homme à l'entrée. « Vous ne pouvez pas passer avec vos armes !» dit-il. Mais Caius apparaît dans l'embrasure de la porte, une main sur le manche de son glaive. Eladia se retourne, le voit, fronce les sourcils, d'incompréhension. Athéna pose une main sur son visage comme pour lui dire adieu. Eladia croise le regard de sa mère et comprend.
Caius fait un signe à ses hommes et 4 légionnaires entrent sans plus de cérémonie. 2 saisissent Athéna par les bras. Elle ne résiste pas et n'a Dieu que pour sa fille. Eladia reste abasourdie. Les 2 autres légionnaires soulèvent Héraclès mourant. Alors Eladia intervient. « Lâchez-le, pauvre brute! Vous ne voyez pas qu'il est mourant ?» Elle tente de s'interposer, mais Caius la repousse pour faciliter le travail de ses hommes. Elle crie, frappe Caius à l'épaule. Caius l'enlace et la serre avec force. « Ces déserteurs doivent être punis, » dit-il. « Qui mieux que vous pour le savoir ?» Mais Eladia le repousse avec force. Caius en est un peu surpris. Elle tente de passer, mais il la retient. « Je vous en conjure, Dama Eladia, laissez la justice faire son œuvre. Restez là. » Mais sous l'insistance d'Eladia, Caius est obligé d'appeler 2 autres gardes. Les légionnaires se chargent de la retenir contre sa volonté, tandis que Caius sort pour orchestrer la sentence. Dans la rue, le temps semble s'être arrêté. L'un des marchands qui tendait une grappe de tomates s'est littéralement figé en plein échange. Les cris des négociants ont cessé. Les badauds sont dans l'expectative. Caius s'en réjouit, car c'est précisément une exécution exemplaire qu'il veut. Héraclès peut à peine marcher. Sa sueur dégouline le long de son nez difforme et vient mourir sur le pavé. Athéna, elle, a le buste droit. Elle fait son possible pour ne pas avoir peur, pour s'élever au-dessus des soldats, et pourquoi pas au-dessus de l'Empire. La rue est si silencieuse qu'on n'entend plus que les armures branlantes des légionnaires et les cris éloignés comme étouffés d'Eladia restée recluse. Caius suit le cortège funeste. Des badauds laissent tout en plan pour le suivre. Les marchands refusent d'abandonner leur étal à cause des voleurs, mais leur curiosité n'en est pas moins grande. Bientôt une foule de Siciliens, de Romains, de Grecs et d'étrangers en tout genre se presse aux portes de la ville. Au dehors, à une centaine de mètres de la ville, 2 poteaux ont été plantés sur le bas-côté de la route pavée. Au sommet des poteaux, les patibulums, parties transversales sur lesquelles on a gravé les motifs de la condamnation. Héraclès est un déserteur et un assassin. Et Athéna l'a aidé à fuir. Elle est sa complice. Chaque ouvrage forme une croix de crucifixion. On attache des cordes robustes aux poignets et aux bras des 2 esclaves. Les légionnaires passent alors les cordes au-dessus des patibulums, puis d'autres soldats se joignent à eux pour hisser Héraclès au sommet. D'autres Romains font de même avec Athéna. Cette dernière ne quitte pas son mari des yeux. Lui est à peine conscient, il est au bord de la mort. Les légionnaires fixent les cordes au sol et attachent les pieds d'Athéna au poteau. Elle peine déjà à respirer, sous le soleil ardent. Elle détourne les yeux, un légionnaire fixe les pieds d'Héraclès à l'aide de clous. Le sang gicle et coule abondamment le long du poteau. Héraclès, la tête appuyée contre son épaule droite, émet un léger râle de douleur. Ses cheveux longs et sa barbe rappellent le Christ. Certains détournent le regard. Une vive émotion gagne la foule. On entend crier une femme dans la foule. C'est Eladia qui se ferait un chemin. 2 légionnaires tentent de la retenir, mais la foule la laisse passer avant de se refermer sur eux. Eladia pousse quelques curieux et arrive en première ligne. Elle pousse un cri de désespoir qui se mue en sanglots. Elle s'agenouille et regarde ses parents crucifiés. Athéna la voit. Elle lui sourit, puis ferme les yeux et se laisse mourir d'asphyxie. Dans la foule, Isis apparaît. Elle porte une main sur sa bouche et cherche Caius du regard. Elle le voit. Il croise son regard, mais reste stoïque. Pourtant, son œil droit tremble et sa mâchoire se contracte. Il veut donner un discours, mais les mots lui manquent soudain. Isis lui jette un regard plein de larmes et de haine. Il détourne les yeux, relève le menton comme par orgueil. Eladia se traîne jusqu'au pied de son père. Elle se hisse au poteau et l'enlace. Sa tristesse est si grande qu'elle émeut l'un des légionnaires. Caius fait signe à ses hommes et légionnaires de s'éloigner en contournant la foule compacte qui refuse de bouger. Eladia va enlacer sa mère. Pour certains, c'est la première exécution à laquelle ils assistent. Soudain, Eladia se retourne. La foule est dans l'expectative. Elle ouvre la bouche, la referme, essuie ses larmes et bien que dévastée, use de son verbe et de son talent d'oratrice. Caius retient ses hommes au loin. Il espérait voir la foule se disperser. Il demande à ses hommes de rester sur leur garde. Eladia commence alors à raconter l'histoire d'Héraclès, un père réduit en esclavage qui a dû fuir et tuer pour retrouver sa femme Athéna, elle-même captive de la barbarie et de la cruauté des hommes.
Et dans la masse des travailleurs harassés, eux-mêmes esclaves pour la plupart, on sent un grand courroux monter.